Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à nos conférences qu'on appelle Mardi Strasbourgeois, organisées par l'unité de conférences et de visites du Parlement européen à Strasbourg. Ces conférences qui ont lieu pratiquement tous les mardis soirs entre 18h et 19h, en dehors de la session du Parlement européen à Strasbourg, consistent en quoi? En visitant les personnalités, comme celle de ce soir, les directeurs, les présidents d'associations de la société civile strasbourgeoise, afin d'échanger. Oui, alors il y a quelqu'un qui... Voilà. Alors, il y a un petit problème technique ou non? On a retrouvé le son. Ah, le direct. Je éteins le micro. Voilà. Pardon. Il y avait deux micros qui étaient allumés, c'est pour ça qu'il y avait un écho. Donc, je reprends le fil. Je disais que ce mardi strasbourgeois consiste à inviter une personnalité, un directeur, un président d'une association, en somme de la société civile strasbourgeoise et de la région, afin d'échanger sur le Parlement européen à Strasbourg. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur, nous, Parlement européen, mais moi, personnellement, en tant qu'ami de Pierre, j'ai le plaisir de l'accueillir pour nous expliquer ce qui consiste cette association qui préside soutien pour Strasbourg pour l'Europe, pardon, Strasbourg pour l'Europe, SPE. Alors, Pierre. Oui, bonsoir à vous. Pierre, tu es jeune, mais tu as une longue expérience sur les lobbies. Et pour moi, tu l'avais déjà dit, mais je l'ai senti depuis que je te connais, tu es strasbourgeois, alsacien, français et européen. C'est en ce titre-là que j'ai l'honneur de t'inviter. J'aimerais dire deux petits mots avant de te donner ou de laisser la parole. Alors, je t'ai connu dans les années 2010 et 2010, 2011, 2013, je ne sais pas exactement, mais je t'ai connu en tant que président de l'Association européenne des jeunes européens. En ce titre, tu as mené une étude sur le siège dans tous ces États, donc le siège du Parlement européen. Ensuite, je t'ai perdu de vue, mais sans raison. Mais si, avec une raison. Parce que tu étais à Paris et tu as dirigé la Maison d'Alsace et le Club de 100, qui sont les 100 grandes entreprises alsaciennes, en partenariat avec la Maison d'Alsace à Paris. Et voilà, aujourd'hui, tu réapparais à Strasbourg, mais pour notre grand plaisir, tu présides Strasbourg pour l'Europe. Cette association qui a été créée, j'ai vu, dans les années 80. Alors, Strasbourg, Europe. Deux mots, deux noms liés par l'histoire. Alors, je vais lancer le débat tout de suite. Strasbourg, l'européenne. Strasbourg, capitale européenne. Strasbourg, capitale démocratique et législative de l'Europe. Ils n'ont pas de superlatifs. Même Strasbourg, capitale de Noël. Mais alors, en ce titre, on lance le débat, je lance le débat, et avant de donner la parole aux participants,
je donne tout de suite la parole à Pierre Lebeuf, le président de l'association Strasbourg pour l'Europe. À toi, Pierre. Bonsoir Evangelos, bonsoir à toutes les équipes et à tous les participants. Merci beaucoup Evangelos pour cette invitation. C'est un très très grand honneur de pouvoir présenter aujourd'hui l'association Strasbourg pour l'Europe et pourquoi pas d'évoquer, de débattre de Strasbourg, capitale européenne, capitale de Noël, capitale du vélo, etc. Il y en a un certain nombre. En tout cas, vraiment, c'est un grand honneur pour nous, pour l'association, aujourd'hui, de pouvoir nous présenter à vous et à l'ensemble des participants. Tu l'as dit en introduction, effectivement, on s'est connus dans les années 2010. Le premier rapport que tu as évoqué date du 14 février 2012, qui avait été présenté et soutenu par différents députés européens de différentes nationalités et de différents partis politiques, qui voulaient justement faire à l'époque un topo sur la réalité de la situation du siège du Parlement européen à Strasbourg. C'était l'époque où il y avait une campagne assez forte, un lobby assez fort pour essayer de tout regrouper, centraliser à Bruxelles. Et effectivement, ensuite, on s'est plus ou moins perdu de vue pendant quelques temps. Il y a eu la Maison Alsace avec le Club des 100 à Paris. Il y a également d'autres activités, puisque j'ai lancé une jeune entreprise qui propose la démocratie participative, toujours en lien avec les affaires européennes et nos enjeux actuels et sociétaux dans le contexte qu'on connaît tous et qu'on vit tous à l'heure actuelle. En tout cas, évidemment, notre enjeu, mon enjeu à moi depuis plus de 10 ans, c'est vraiment Strasbourg, l'Alsace, la France, l'Europe, et vice-versa. L'Europe, la France, l'Alsace et Strasbourg, tout ça est lié. Tout ça est lié puisque l'histoire et l'ADN de notre territoire, c'est si particulier, tout simplement. Par quoi souhaites-tu que je démarre? Je ne t'entends pas à cet instant. Ah, pardon, oui, le micro était coupé. Éteint, pardon. Oui, tu peux parler de tout ce que tu veux, hein, de toi, de ton association, de l'Europe, de Strasbourg, du Parlement européen, Alors de tes amours. Alors de Strasbourg pour l'Europe, on va démarrer. Je vous propose brièvement une petite introduction vraiment sur cette association. Je vais me permettre de vous partager l'écran pour que vous puissiez suivre et avoir de petits éléments visuels. Est-ce que vous voyez la présentation à cet instant? Oui. Oui. Je ne sais pas si les participants le voient. Alors, ça vous permettra de suivre, c'est toujours plus agréable d'avoir un petit visuel et des illustrations. Donc, comme tu l'as dit, Evangelos, cette association est née en 1987, donc dans les années 80, par un certain nombre de personnalités locales, d'anciens maires de Strasbourg, d'anciens dirigeants. Moi-même, je suis né en 1988, donc cette association est plus âgée et a été créée sur le territoire en faveur de Strasbourg, de la promotion de l'Union européenne, de l'Europe, et vraiment avec cet objectif de faire le lien entre Strasbourg, les institutions, Strasbourg, l'Europe, Strasbourg, la France, Strasbourg et les collectivités. L'un de nos leitmotifs, en tout cas notre ADN, c'est évidemment ce statut que tu as évoqué de capitale européenne. Notre objectif est de démontrer que l'Europe à Strasbourg, de manière très concrète, a également un intérêt au niveau de l'attractivité économique et touristique. Il faut savoir qu'il y a 3 villes dans le monde seulement qui accueillent des institutions internationales sans être capitale d'État. Il s'agit de New York, il s'agit de Genève et il s'agit de Strasbourg. Donc notre objectif est vraiment de valoriser cette Union européenne, cette Europe, ici même, et trop peu de citoyens, c'était un petit peu le constat initial, trop peu de citoyens, trop peu d'habitants ont conscience justement de ce que représente cette Europe à Strasbourg, en Alsace, en France. Et donc notre volonté depuis des années est vraiment de travailler en collaboration institutions, avec les collectivités territoriales, des associations, des étudiants, en menant différents projets qui leur permettent également de mettre un pied dans les affaires européennes, et bien évidemment des membres de la société civile qui participent au développement européen de la ville. Très concrètement, on ne se veut pas forcément une association. Notre objectif est vraiment d'être un laboratoire d'idées pour promouvoir Strasbourg en tant que capitale européenne et donc favoriser son rayonnement à l'échelle de l'Union européenne.
Depuis quelques années, on mène différents projets qui ont été lancés par l'ancienne présidente Valérie Blum depuis 2012, justement. Donc, on organise régulièrement des Stammtisch. Alors, des Stammtisch, c'est un terme alsacien qui signifie, je crois que c'est noté juste un petit peu plus tard, voilà. En fait, traditionnellement, c'était une table en bois dans les Bierstube et les Windstube. Et les habitués venaient refaire le monde. C'était la table où on venait boire un petit stem, ce demi de bière. Et donc, en fait, le stem, pour nous, c'est vraiment l'occasion de valoriser des personnalités, de parler d'Europe, de parler de Strasbourg, dans un cadre informel et extrêmement convivial. C'est ça l'objectif. J'essaye de reprendre le partage. J'essaye de reprendre le partage, mais ça semble bloqué. Les aléas du direct. Voilà. Donc ça c'est pour les Stammtisch. Donc récemment, nous avons accueilli la maire de Strasbourg. Nous avions également accueilli un juge de la Cour européenne des droits de l'homme et un certain nombre d'acteurs économiques. Comme on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, on serait extrêmement honoré justement de vous recevoir à l'occasion d'une de ces prochaines rencontres avec vraiment cet objectif de rapprocher les institutions, les habitants, les acteurs économiques et donc institutions et sociétés civiles. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à tout moment. Sinon, je vais rapidement défiler sur les différentes diapos pour ne pas monopoliser la parole trop rapidement. Mais il y aura l'occasion, les participants auront l'occasion de te poser des questions après ta présentation, Pierre. Parfait, parfait. Depuis 2015, on a également lancé 2 projets en lien avec les institutions, notamment avec le Parlement européen et les collectivités locales, qui sont les bancs de l'Europe et les dalles de l'Europe. Alors, les bancs de l'Europe, vous pouvez les voir au pied de l'immeuble, au pied de l'institution du Parlement européen à Strasbourg. C'est une initiative qu'on a lancée avec le Centre européen d'action artistique contemporain, en lançant un appel à projet pour les jeunes designers, donc les jeunes écoles dans les différents pays membres de l'Union européenne, avec un objectif qui était de se dire créons des monuments sur lesquels les habitants, les touristes, les membres des institutions peuvent à la fois contempler ce magnifique quartier européen, mais également profiter de la convivialité et de Strasbourg l'européenne, en ayant des bancs à l'effigie de chaque État membre. Donc on a des équipes du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, qui ont créé ces bancs que vous pouvez retrouver à la fois sur notre site internet et également là sur la diapo. Donc, ils sont vraiment au pied de l'institution. Et là, l'idée, encore une fois, c'est vraiment notre ADN, rapprocher la société civile, rapprocher la jeunesse européenne des institutions et de ces bâtiments extrêmement impressionnants. Les dalles historiques pour l'Europe, un autre projet. Donc là, on est parti, mon idée au départ était vraiment de penser à Hollywood Boulevard et ces dalles gravées dans le sol à Hollywood, simplement de le faire à l'échelle de l'Union européenne. Chaque mois, et vous le savez beaucoup mieux que moi, il y a au minimum un président de la République, un Premier ministre ou la présidente de la Commission européenne la semaine dernière, qui viennent à Strasbourg. Les Strasbourgeois, les habitants, les étudiants n'en sont pas forcément informés, les acteurs économiques non plus n'ont pas l'information, ne vont pas chercher l'information. Pourtant, le cœur de l'Europe passe par Strasbourg d'une manière ou d'une autre. Les traités l'ont fixé ainsi. C'est dans ce Parlement européen à Strasbourg que l'Europe se crée. Donc, on a créé un parcours qui part du Conseil de l'Europe, qui remonte jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et prochainement justement jusqu'au Parlement européen, avec l'objectif d'une 50aine de dalles de l'Europe, en collaboration avec les différents États membres ou l'institution ou les collectivités locales, avec des phrases fortes qui marquent justement ce qui s'est passé à Strasbourg et pourquoi Strasbourg est le siège de cette institution. Donc, je vous fais rapidement défiler les diapos. Là aussi, on voit les emplacements et vous pouvez les retrouver actuellement au pied du Parlement européen. Il faut savoir que cette association avait également été à l'origine de la création du marché de Noël de Strasbourg. On parlait tout à l'heure de capitale de Noël au début des années 90. Et donc, le marché de Noël de Strasbourg a été créé avec Catherine Trottmann, notamment l'ancienne maire de Strasbourg, en 1994, suite à de nombreuses réunions, de nombreux contacts entre l'association Strasbourg pour l'Europe SPE et la ville de Strasbourg. Un autre élément, un autre projet que vous connaissez, que vous rencontrez
quotidiennement à Strasbourg, c'est ce fameux tram aux couleurs européennes. C'est Alexis Lehmann, l'un de nos vice-présidents de l'association, qui avait eu cette idée depuis un certain nombre d'années. Et là aussi, l'idée était de se dire, il faut ancrer davantage l'Europe à Strasbourg, montrer ce que c'est que cette Europe, montrer tous les bienfaits, tout le positif. Et de même que vous pouvez voir régulièrement pendant les sessions des kakémonos sur les quais ou aller de l'orangerie à de la Robertso, etc., avec cette charte graphique. Donc là aussi, c'était un projet qui avait été initié par l'un de nos membres et par l'association. Et puis, voilà, je pense, pour un premier topo, j'ai déjà pris assez de temps. En tout cas, je suis à votre disposition pour toutes les questions et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. La parole est aux participants. J'aimerais juste donner quelques petites explications comment le débat ou de cette terre qui nous appartient va se dérouler. Donc, les participants qui veulent poser une question à notre invité, Pierre Loeb, et qui sont à l'écran, ils peuvent lever la main, on leur donne la parole. Mais s'il vous plaît, s'il y a trop de demandes, de questions, ne dépassez pas 1 minute de questions. Et toi, Pierre, ne dépasse pas les 3 minutes de réponse, afin de donner la possibilité à plusieurs participants de poser la question. Et j'aimerais aussi vous dire que cette conférence d'une heure sera enregistrée et diffusée à partir de demain, l'après-midi, sur la chaîne YouTube. Alors, pour ça, si quelqu'un ne veut pas apparaître sur l'écran, libre à lui d'effacer l'écran et de poser la question par le chat, par écrit, si vous voulez poser une question. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un veut poser la question à notre invité? Alors, pour ne pas avoir un vide, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, Pierre, mais qu'en est-il de cette siège dans tous ces États? Je m'explique, peut-être pour les participants. Alors, quand on parle de siège, c'est le siège du Parlement européen à Strasbourg, qui officiellement a été acté par les traités européens. Mais vous le savez sans doute aussi qu'il y a des lobbies anglo-saxons, surtout, de pro-Bruxelles, de anti-Strasbourg, vous pouvez le dire comme vous voulez. Mais ces lobbies, alors d'après moi, étaient menés par les Britanniques. Maintenant, les Britanniques sont partis. Le Brexit a eu lieu en février 2020. Qu'en est-il aujourd'hui? Avez-vous une image? Est-ce que tu as mené des études sur cette affaire du siège, on peut dire? Effectivement, nous avions publié 3 rapports. Donc le premier, le siège dans tous ces États, en 2012, le second en 2014 pour faire un point d'étape sur l'évolution de la situation, et le troisième en 2018 qui voulait vraiment conclure cette trilogie. Je me souviens quand j'ai démarré sur la thématique, donc la première enquête qui a été publiée en 2012, a nécessité 1 mois d'enquête de témoignages à chaque session au Parlement à Strasbourg, mais également auprès de services à Luxembourg et avec un certain nombre d'acteurs à Bruxelles. Je me souviens que certaines personnes, notamment certains parlementaires qui avaient de l'expérience dans l'institution, me disaient que c'est une bataille qui dure déjà depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'on pouvait déjà retrouver, y compris sur le site de l'INA, des déclarations de la ministre, de la secrétaire d'État aux Affaires européennes fin des années 80, qui évoquait cette thématique. On en parlait déjà, François Mitterrand avait eu un propos là-dessus, puis Jacques Chirac, puis les différents présidents. C'est une réalité. Il y a un sujet, vous le connaissez mieux que moi, vous, en interne à l'institution. Il y a des votes qui ne sont pas favorables depuis 2012.
Il y a vraiment une bascule à partir de ce moment-là. Il y avait notamment Edward Macmillan Scott avec son collègue Alvaro, qui étaient tous deux vice-présidents de l'institution, qui avaient mené un lobby extrêmement efficace avec des actions de communication assez fortes et des moyens, des budgets conséquents. Et malheureusement, c'est vrai qu'il faut constater que la courbe n'est pas positive au niveau de l'évolution des votes depuis 2012. On voit que ça stagne depuis 3-4 ans. Après, bien évidemment, il y a eu le Covid. Globalement, on peut observer le rapport des forces en présence au niveau du vote budgétaire et au niveau des votes des sessions de l'agenda. Donc, bien évidemment que le sujet, je pense, est encore plus préoccupant selon moi, mais là c'est à titre personnel, pas au titre de l'association qu'en 2012, parce que je calcule les voix des pros, les voix des anti, et donc je me dis que la situation est assez inquiétante. Maintenant, la société a beaucoup évolué. Depuis 10 ans, quand on a rédigé notre premier rapport, la problématique était vraiment les coûts. Restrictions budgétaires, ça coûte combien les transports entre Bruxelles et Strasbourg, Luxembourg, etc. etc. Ensuite, on a eu l'époque des attentats, malheureusement, à partir de 2015, qui ont vu justement la modification de l'entrée de l'institution à Strasbourg, notamment dans la cour Louise Weiss. Ensuite, il y a la problématique de l'empreinte carbone qui vient régulièrement. Et puis là, avec le Covid, il y a eu cette situation sanitaire exceptionnelle. Donc tout ça, ce ne sont pas forcément des éléments favorables pour avoir la répartition entre différents sièges. Mais justement, il faut être factuel. Tu l'as dit, Strasbourg est dans les traités. Strasbourg a une histoire, Strasbourg a une légitimité. Et on compte justement sur le service communication, sur votre DG, pour valoriser le rôle et l'impact, les outils de Strasbourg. Pourquoi est-ce que le siège du Parlement... On fait ce qu'on peut, Pierre. Et exactement, en nous invitant notamment ce soir. Mais en tout cas, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Il y a eu la création de la task force qui a été reprise par l'Agora. Les élus, toutes les collectivités, quelle que soit leur sensibilité, sont quand même très clairement mobilisés sur la question. On a pu le voir. L'État français également, avec la présidence française de l'Union européenne très, très récente. Mais un jour, effectivement, c'est un petit peu mon évolution personnelle, mais celle des trois rapports, qui était de dire en 2012, le statu quo est nécessaire, ça ne doit pas bouger, Strasbourg doit être concentré et siège de l'institution. 2014, attention, avec les restrictions, avec l'évolution des votes, à un moment donné, il risque d'y avoir un choix à réaliser. Et c'est vrai que pour moi, à ce titre-là, à partir de 2018, c'est à un moment donné, il va falloir se donner les moyens d'un siège unique à Strasbourg. Ça, c'est ma conviction personnelle, parce qu'on a d'autres exemples dans le monde, et je peux prendre Genève, justement, le développement de Genève, que ce soit sur l'accessibilité, que ce soit sur le rayonnement, sur un certain nombre d'éléments. C'est fait à partir du moment où l'institution a une vie pleine et entière dans la ville, ce qui réglerait également les problèmes au niveau de l'empreinte carbone, ce qui réglerait problème de la transhumance, de la sécurité, etc. etc. Donc moi, je pense qu'un jour, il faudra probablement passer à une phase de lobby beaucoup plus offensif, en souhaitant un siège concentré, focalisé sur Strasbourg, qui fait d'autant plus sens par rapport à la répartition géographique et au traité, enfin à l'histoire de la construction européenne, avec le pouvoir qui représente les citoyens, puisque les seuls élus de l'Union européenne qui sont présents à Strasbourg, loin de la Commission, loin des autres institutions. Désolé, j'ai dépassé les 3 minutes. Oh non, non. Du moment où il n'y a pas de mains qui s'élèvent pour poser une question, tu peux parler tant que tu veux. Alors, il y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, je voudrais savoir si on a le droit de parler. Je vous en prie, allez-y. Il y a quelqu'un qui veut poser une question de participants avant de donner la parole à Léa. Alors, monsieur, nous avons entendu une question. Donc, problème de communication ou problème de questions? Alors, Léa, vas-y. Je suis intéressée par vos Stammtisch. Comment ça marche? Comment on fait pour s'inscrire?
Le micro est coupé. Le micro est coupé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, si vous entendez ma question, simplement les STEM teach, comment ça marche. Et Il y a Monsieur Forest. faut s'inscrire. Oui. Il y a Monsieur Forest, je crois, qui a activé puis désactivé son micro. C'est pour ça qu'il y a des petites interférences. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Quelqu'un de participant a le micro ouvert. S'il vous plaît, vous pouvez l'éteindre parce que vous interférez sur notre discussion. Alors, merci pour la question. Alors, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire auprès de l'association, soit directement sur le site, soit en vous envoyant un petit mail avec vos coordonnées, nom, prénom, email. Il y a un petit formulaire que je vais pouvoir vous faire suivre à la fin de la réunion. Et donc, l'idée est d'organiser 6 à 9 STEM Teach par an, en variant à la fois des invités des institutions européennes, grands acteurs économiques ou médias locaux et personnalités également. Donc, on essaie vraiment de faire un cycle à chaque fois sur 3 rencontres. Donc là, nous aurons 3 rencontres au mois d'octobre, novembre et décembre. Et puis, c'est évidemment ouvert à tous les sympathisants, à toutes les personnes membres de l'association. Par contre, pour respecter un format assez informel et off, qu'il y ait des journalistes ou non, on a un accord, c'est du off. Ce qui se dit durant ces STEM Teach doit rester dans les STEM Teach. On est vraiment dans une volonté de partage, de fédérer et de co-construction. Donc, on essaye de limiter en général à 20 participants pour que chacun puisse justement interagir et s'exprimer assez librement. Mais on serait très heureux de vous accueillir. Allô, Pierre? Oui, Augustin. J'ai pris la parole, c'est Augustin. J'ai mis un message dans le chat. Après, si on continue, j'avais des questions sur cette association. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Je voyais juste pas le chat. D'accord. Sur l'association, en fait, donc il y a, de ce que je comprends, en fait, l'association, elle définit des contenus de messages qu'elle met après soit sous forme de DAL, soit sous forme d'affichage, soit elle organise donc des STEM Teach. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez un cadrage des institutions qui peuvent vous donner des trames ou des exigences ou des chartes à respecter, ou l'association est très libre là-dessus? Alors, tout dépend de quel projet. De quel projet on parle. En ce qui concerne le tramway, c'est la réalisation à 100% de la ville, en tout cas des collectivités territoriales. Comme vous avez pu le voir dans la présentation, c'est vrai que nous, on est un laboratoire d'idées. On n'a pas de subvention publique. On fonctionne en fonds propres avec notre histoire et nos membres. Donc, vraiment, sur l'affichage, ça a été un projet qui est né lors d'une réunion justement entre des représentants de la ville de Strasbourg et des élus à l'époque et nos ambassadeurs et membres de l'association, sur lequel on a soumis l'idée en disant voilà ce qui est important, c'est que les Strasbourgeois, que les Alsaciens, que les habitants prennent conscience de ce qui se passe, ce que c'est que l'Europe à Strasbourg, et c'est pas uniquement un slogan, que ce qui se passe à l'échelle des 500 millions de citoyens européens des 27 États membres, ben, ça passe par Strasbourg chaque mois à minima. Mais par contre, on n'a absolument pas fait le design et la charte graphique, ni payé quoi que ce soit, c'est vraiment la ville, les collectivités. Par contre, en ce qui concerne les bancs et les dalles, là, effectivement, on a un partenaire. Systématiquement, sur les dalles, on a un partenaire qui finance, qui peut être une collectivité, qui peut être un État membre. On a par exemple reçu le président Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, en 2017, qui était venu inaugurer la dalle de l'Europe, de l'Ukraine, qui est justement sur ce trajet. On a reçu également le Premier ministre de la Géorgie, un ministre allemand. On a reçu un certain nombre de personnalités. Et là, en fait, on est en lien avec les collectivités et l'institution du Parlement, puisqu'on avait réalisé un travail en commun à l'époque pour trouver une centaine de citations qui correspondent à la fois aux valeurs de l'Union européenne, aux valeurs de Strasbourg, et qui puissent effectivement ensuite être ancrées sur le territoire, sur le domaine public à Strasbourg. Et en ce qui concerne les bancs, donc là, c'est un jury. C'est un jury qui se réunit. Donc, c'est un appel à projet, en fait, qui est diffusé. On a plusieurs écoles de l'État membre. Donc là, si on part sur le Portugal, il y aura plusieurs écoles qui vont être sollicitées, plusieurs projets qui vont être proposés. À ce moment-là, il y a un jury. Il y a un jury avec un représentant de la ville de Strasbourg, puisqu'encore une fois, on est sur le domaine public, et souvent des institutions et ou du centre d'information sur les institutions européennes présents pour valider, pour choisir. Et à partir de ce moment, il y a la mise en place.
Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, oui, c'est très clair. Après, est-ce que vous, sur la méthode, est-ce que vous avez une méthode, je ne sais pas, de gestion de projet? Est-ce que vous faites des brainstorming ou c'est vraiment juste des Oui. appels à projets et des jurys? Oui, 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 il y a une méthode. Je me tiens évidemment à votre disposition pour qu'on puisse en parler plus en détail si ça vous intéresse en dehors de la visio. Mais bien évidemment, il y a toute une structuration, un process. Et moi, je ne suis que le président de cette association. Donc derrière, il y a justement une équipe sur les bancs, une équipe sur les dalles, une équipe sur les différents projets. Mais vu l'importance et la visibilité, évidemment que c'est assez charté et carré à ce niveau-là. D'accord, bah merci. Et la dernière question que j'ai mis par écrit, c'était comme c'est dans du domaine public, Oui. comment est-ce que ça se passe au niveau de l'entretien? L'entretien des kakémonos dans les espaces publics, l'entretien des dalles, ou s'il y a des réunions avec des personnalités, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un service de sécurité ou... Alors, encore une fois, les kakémonos et les trams, ce n'est pas nous. Ce sont les tramways de la collectivité et leur affichage sont financés par la collectivité, j'imagine, auprès d'une agence de communication ou autre. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Par contre, effectivement, en ce qui concerne les dalles et les bancs, l'entretien est un vrai sujet. Donc la ville de Strasbourg a un service entretien et comme c'est le domaine public de la ville de Strasbourg, c'est entretenu régulièrement comme tous les bancs. Mais effectivement, on a de temps en temps des remontées, notamment sur certaines dalles qui sont en dessous des arbres sur l'avenue de l'Europe, où il peut y avoir des pigeons ou autres qui sont passés. Nous-mêmes, on aimerait peut-être que ces dalles soient davantage valorisées. On a justement une réunion assez récemment pour avoir davantage de visibilité, peut-être un panneau expliquant ce parcours des dalles, ce parcours des bancs. Mais encore une fois, c'est le domaine public, donc nous, on ne peut pas faire grand-chose au niveau de l'entretien, si ce n'est remonter l'information quand elle nous parvient. Merci Pierre pour répondre à Augustin. Et merci à Augustin aussi d'avoir posé une question qui finalement sont trois questions. C'est pour ça que Pierre a pris du temps pour répondre. C'est vrai que les kakimonos, les dalles sont importantes, et surtout leur entretien, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, Augustin. Excusez-moi d'être un peu direct. Notre sujet aujourd'hui, c'est le soutien de l'Europe et, le siège du Parlement européen à Strasbourg. C'est un sujet passionnant. Alors, moi, je vais rebondir sur la fin de la présentation ou de la première question que tu as répondu concernant le siège et l'évolution des pro ou des contre Strasbourg ou Bruxelles. Alors, il y a évidemment dans la tête de chaque citoyen les traités européens. Un des traités, le traité de Lisbonne, définit noir sur blanc dans le traité Strasbourg, siège officiel du Parlement européen. Cela veut dire que si jamais, parce que ça travaille dans la tête des citoyens, si jamais on doit changer cet article, c'est le préambule du traité, Strasbourg, siège du Parlement européen, il faut l'unanimité. Et là où je vais venir, quand on dit unanimité, cela veut dire que la France doit donner son accord. Croyez-vous, vous, citoyens, nous, en tant qu'Europe, nous ne croyons pas qu'il y aura une réforme rien que pour changer l'article du traité qui définit siège du Parlement européen à Strasbourg. Croyez-vous, vous, citoyens, société civile, que la France va lâcher un jour Strasbourg, disons-le comme ça? Et dans quelle mesure? Et qu'est-ce qu'il aura comme récompense si jamais il y a un changement de traité? Constat entièrement partagé avec toi, Evangelos. Après, c'est vrai que j'ai un petit bémol. Ce petit bémol, c'est qu'on s'est peut-être trop longtemps reposé sur les traités, le traité et cette position. Et que finalement, en n'étant pas assez offensif, en étant trop défensif sur cette position,
on est peut-être passé à côté de certaines opportunités pour faire plus, pour demander plus, et notamment en renforçant les équipes du Parlement européen à Strasbourg, votre unité, vos collègues, les assistants parlementaires, etc. Et donc, c'est évident, enfin, ton constat est évident, mais comment est-ce qu'on peut faire plus pour renforcer et asseoir davantage Strasbourg, siège du Parlement européen, de manière pérenne, définitive, et surtout, à un moment donné, cesser ce débat. On avait commencé à calculer en 2016-2017 les coûts engendrés justement par ces réunions sur cette thématique, etc. Mais c'est insensé. L'Union européenne a d'autres combats à l'heure actuelle, d'autant plus que la question du siège du Parlement européen, qui fait partie, des traités, et où personne, enfin, un député européen fait le choix quand il se présente, et il y a beaucoup de candidats pour être député européen, ils font le choix, ils savent très bien comment se répartit le travail, du lundi au jeudi, puis du vendredi au dimanche en circonscription. Les collaborateurs, les assistants parlementaires, c'est pareil, c'est marqué noir sur blanc. Donc, enfin, il y a un certain nombre d'évidences, et on a de quoi être assuré à court terme, mais faisons plus, mobilisons-nous plus. Bien, merci beaucoup Pierre pour cette réponse. C'est vrai que du point de vue Union européenne ou Parlement européen, le traité est clair et pour modifier le traité, il faut une unanimité. Donc, il faut que les Strasbourgeois soient rassurés sur ce point-là, mais il ne faut pas non plus que les Strasbourgeois dorment sur leur laurier. Parce que tout à l'heure, tu as dit que chaque mois, pendant la session du Parlement européen à Strasbourg, il y a un chef d'État ou de gouvernement qui vient à Strasbourg. Est-ce que les Strasbourgeois le savent? Non. Vous allez me dire, et pourquoi le savoir? Mais au moins, les partenaires sociaux, les partenaires économiques, la force qui fait vivre cette ville-là, ils devraient le savoir. Tout à fait. Et, tout à fait. voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas s'il y a une question par les participants. Je ne vois pas de questions écrites. Est-ce que quelqu'un veut poser une question directe à l'écran? Sinon, j'ai plein de questions à poser. J'ai plein de questions à poser à Pierre, mais une question qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est le sujet de l'actualité, actualité funeste. Donc, tu as dit tout à l'heure que l'Union européenne a d'autres chats à fouetter actuellement que de s'occuper du siège au Parlement européen à Strasbourg. Un de ces chats à fouetter, c'est la guerre. C'est notre ami, entre guillemets, Poutine. Évidemment, l'Union européenne a condamné l'agression russe contre l'Ukraine. Évidemment, l'Union européenne et le Parlement européen soutiennent l'effort de défense de leur territoire des Ukrainiens. Et encore, vous, parce que nous, peut-être, nous sommes dans une bulle et nous n'avons pas les contacts avec à part la presse, avec la société civile, comme je disais tout à l'heure, ou avec les personnes comme toi qui présentent une association. Quel est votre ressenti pour cette guerre-là et si effectivement vous pensez que l'Union européenne fait son travail, tout simplement? En préambule sur ce sujet, j'en profite, si tu me permets l'expression, pour évoquer justement une action qu'on a menée avec des étudiants de l'ECS Media School à Strasbourg, des étudiants en communication, au mois de mai dernier, en lien avec l'association Promo Ukrainia, où cette action s'appelait les 12 étoiles solidaires, avait lieu au foyer Mélanie à la Robertso et visait justement à organiser une soirée, une collecte avec ces étudiants en faveur de l'Ukraine. La question que tu poses est extrêmement complexe. Strasbourg pour l'Europe, évidemment, ne prend pas de position politique ou politicienne ou partisane sur cette thématique, puisque ce n'est pas notre registre, puisque ce n'est pas le rôle de l'association. Après, on a tous des convictions, moi particulièrement, et bien évidemment. Et est-ce que l'Union européenne en fait assez?
C'est extrêmement compliqué de répondre, tu le sais mieux que moi, on connaît la géopolitique et les différents enjeux. L'Ukraine officiellement n'est pas un pays de l'Union européenne, mais c'est la première frontière. Par contre, c'est l'Europe des 47 qui est pas loin, qui est à quelques mètres de votre institution. C'est justement à ce titre-là qu'on a reçu le président Poroshenko à l'époque. On voit l'actualité, ce qui risque d'arriver par rapport aux sanctions, à l'énergie, etc. C'est très compliqué de prendre position, à part à ce stade de faire part de notre désarroi, de la tristesse, de revivre finalement les pires horreurs qui ont amené à la création au départ de l'Union européenne, aussi au choix de Strasbourg il y a plus de 70 ans, parce que cette ville avait été un symbole fort de la réconciliation. À l'époque, c'était franco-allemande qui a donné lieu ensuite à la création de l'Union européenne, des pères fondateurs et de cette très belle histoire avec 70 années de paix sur notre continent. Aujourd'hui, on a un tournant. Aujourd'hui, on a un tournant. Je pense qu'une grande partie de la population, de la société civile, que ce soit ici à Strasbourg, en Alsace, dans le Grand Est, en France ou en Europe, en est consciente. Je vois à titre personnel une évolution des mentalités chez les plus jeunes, chez les étudiants notamment. Et effectivement, beaucoup sont nés avec la fin de la grande histoire, de l'histoire avec le grand H des années 90. Et aujourd'hui, on voit que finalement, non. Qu'on est à l'aube de quelque chose. Maintenant, aller plus loin, enfin, je ne suis pas voyant, voilà, j'ai mes convictions, mais je n'ai pas forcément la légitimité pour aller plus loin sur ce sujet, sachant que c'est des convictions plus personnelles qu'associatives au titre de Strasbourg pour l'Europe. Mais on en parlera quand tu veux, avec grand plaisir. Mais oui, merci quand même. Merci d'avoir répondu. Même, c'est vrai, on ne peut pas exprimer notre conviction politique ou politicien, mais il y a un ressenti quand même. Et nous avons tous ce même ressenti, c'est-à-dire il y a un agresseur, il y a un agressé. Donc, il faut se tenir tant qu'on peut. Même si, tu viens de le dire, l'Ukraine n'est pas un membre de l'Union européenne, mais l'Europe a fait un geste en ce sens-là parce qu'elle a été acceptée comme candidate officielle. Tout à fait. Il y avait des voix qui se sont élevées en disant que c'est à l'autre bout du monde, c'est la frontière avec la Russie, la fédération de la Russie, mais c'était un geste symbolique et espérons que ça va donner un résultat, c'est-à-dire un jour, l'Ukraine serait membre de l'Union européenne. Et nous pensons que les agresseurs comme Poutine, ils vont réfléchir 2 fois avant d'attaquer un État membre de l'Union européenne. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut souligner justement le fait que l'Union européenne a réagi avec une forte réactivité. Tu l'as dit, officiellement, l'Ukraine est aujourd'hui candidate. Une adhésion aussi rapide de mémoire d'homme, ça n'a jamais été depuis la création de l'Union européenne. Donc c'est un symbole. Maintenant, il va peut-être falloir passer du symbole à la réalité assez rapidement aussi. Tout à fait. D'ailleurs, bon, on peut encore dire que l'Union européenne a pris des décisions presque à l'unanimité, même si on le sait qu'il y a des pays de l'Est qui étaient un peu réticents concernant le soutien matériel de l'Ukraine. Et l'Union européenne, le soutien matériel, c'était les finances. Donc, on a financé l'effort de guerre. C'est bien la première fois aussi dans l'histoire de l'Union européenne. Donc, je m'adresse à tous ceux qui disent, bon, finalement, l'Union européenne ne fait rien du tout. Ces technocrates à Bruxelles ne font que travailler autour de leur bulle. Non, voilà la preuve. Alors, si je peux me permettre en complément de ton propos. Oui, bien sûr. C'est vrai, là aussi, j'ai une autre casquette qui est celle d'intervenant. Donc, je donne des cours en licence et en master régulièrement à Strasbourg, justement aussi sur les affaires européennes et la communication publique politique. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience, notamment de la jeunesse et d'un certain nombre de citoyens, sur la nécessité de cette Union européenne et sur le fait que là, elle fait beaucoup, que ce n'est pas la France seule ou un pays membre seul, quelle que soit sa grandeur, sa puissance, qui peut impacter. Par contre, quand l'Europe s'exprime, quand l'Union européenne s'exprime, quand près de 500 millions de citoyens
ce qui représente aussi la première puissance économique mondiale en théorie, en tout cas sur certains chiffres, s'exprime et se lève. Il y a une capacité de réaction, une force de persuasion qui est réelle. Et on voit également qu'aujourd'hui, il y a des répercussions directes sur les différents États membres. Tu parlais du soutien financier à l'Ukraine, soutien militaire également. Et on voit qu'aujourd'hui, les États membres sont en train, à l'instar de l'Allemagne, qui s'était promis de ne plus jamais s'équiper au niveau militaire de la sorte. Il y a des virages importants, il y a des décisions importantes. Donc, grâce à l'Union européenne, il est en train de s'écouler aujourd'hui des évolutions extrêmement importantes, va-t-on dire, pour ne pas aller plus loin. Très bien, merci beaucoup Pierre. Il y a une question de Jacques Mouen. Oui. Est-ce que la ville de Strasbourg a un comité central pour s'organiser les événements de beaux-arts et culturels comme la ville de Lyon, fête consulaire et bannière du monde? Alors, je crois que vous... Non, justement, aujourd'hui, je n'ai pas ce titre-là. Il y a quelques années, j'ai effectivement travaillé avec la ville de Strasbourg et pour la ville de Strasbourg pour le précédent maire, mais ça remonte à 2013-2014, me semble-t-il. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas l'information. Par contre, vous aviez reçu le mois dernier ou au courant du mois de juillet le pôle institution européenne de la ville de Strasbourg qui sauront certainement mieux vous renseigner que moi. Désolé Jacques. Très bien, merci. Alors, Jacques, tu peux t'adresser à la ville de Strasbourg alors. Merci à vous. Et si besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous mettre en contact, bien évidemment. Oui. Très bien. Il y a d'autres questions sur le chat, je ne vois pas. Ah oui, la question de Léa, parce qu'on avait le problème technique. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Très bien. Génial. Désolée pour le petit souci technique de tout à l'heure. Moi, je me demandais, en tant que jeune strasbourgeoise, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour contribuer, promouvoir le statut de Strasbourg capitale européenne? Est-ce qu'il y a peut-être possibilité de s'investir dans votre association ou est-ce que vous auriez d'autres conseils à me donner? Vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez, d'autant plus avec vos deux questions d'une grande pertinence par rapport à l'actualité et à l'association. Non, mais effectivement, je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant que vous vous joigniez à nous lors d'une prochaine rencontre, d'un prochain Stammtisch. Et effectivement, aujourd'hui, on part sur un nouveau cycle. J'ai été réélu à la tête de cette association en décembre dernier, donc on part sur un cycle de 3 années où vraiment l'idée est de faire plus, d'être beaucoup plus visible auprès des institutions à vos côtés. Et par rapport à votre question, j'ai envie de dire que je pense que vous en faites déjà beaucoup. Strasbourgeoise, vous travaillez aujourd'hui au sein d'institutions, au sein du Parlement. Donc effectivement, il manque peut-être plus que la casquette associative pour aller un petit peu plus loin. Mais fondamentalement, l'enjeu, il est là, c'est comment est-ce qu'on se mobilise. Toutes les forces vives sont les bienvenues, quelle que soit leur position professionnelle, personnelle ou autre. Et à un moment donné, je pense que quand les bonnes âmes, les bons esprits et les bonnes énergies se réunissent, il y a de grandes choses à faire, et d'autant plus à Strasbourg, qui est un territoire exceptionnel, et plus encore dans ce contexte extrêmement important. Merci. Je vais reprendre, je crois, le propos de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, pas du Parlement européen, mais c'est vrai que Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général de l'ONU, quand il était venu à l'Hôtel de Ville en 2010, il a signé le livre d'or avec l'ancien maire Roland Ries, avait un propos extrêmement fort, venant justement de la part du secrétaire général de l'ONU. C'était Strasbourg, la capitale démocratique et législative de l'Europe, qui a contribué à changer le cours de l'histoire, a toujours le pouvoir de changer le monde. Et je pense que 12 ans après, ça a d'autant plus d'impact d'enjeu, et c'est ce qu'on essayera de porter les prochains mois, les 2 prochaines années. Merci Pierre. Tu m'as devancé concernant cette phrase de Ban Ki-moon, parce que j'ai vu sur les étoiles que vous avez présentées, cette phrase-là est bien inscrite sur les étoiles que vous avez créées sur le parcours européen. Absolument, elle nous a beaucoup tenu à cœur, puisque justement là on sortait du cadre
strictement européen, Union européenne ou l'Europe du Conseil de l'Europe. Et on a trouvé ça tellement fort que cette personnalité qui représentait les Nations Unies, qui avait une légitimité et une visibilité extraordinaire, puisse avoir cette notion de Strasbourg sans même être européen, sans avoir notre mémoire ou notre histoire collective qu'on connaît ici, mais qu'on connaît peut-être moins à l'autre bout du monde. Donc, tenir ce propos dans les années 2000, c'est pour nous un symbole extrêmement fort. Et je pense, quand je t'entends parler d'Ukraine, quand je t'entends parler d'avenir, de guerre, de ce qui est en train de se passer, je pense justement d'autant plus important de valoriser ce genre de propos et de se souvenir que c'est pour cette raison qu'on est ici à Strasbourg. Très bien, merci Pierre. Je tiens à informer le participant que Jacques Mohen, il nous a écrit en disant qu'il est à Béthune 2012 et il participe plusieurs fois. Il a participé plusieurs fois sur des événements consulaires et bannières du monde, 2 fois chaque année. Il dit. Merci beaucoup, Jacques. Merci à Jacques. Oui, ça. C'est un exemple de volontariat et de participation à des associations. Alors, est-ce qu'il y a une autre question à adresser à notre invité de ce soir, à notre ami Pierre Leub, que je peux le définir comme un jeune dynamique, plus si jeune amoureux. Que ça. Plus que ça, oui. Donc, plus si jeune que ça. Plus que jeune. Donc, plus si jeune, plus assez jeune maintenant. Plus c'est jeune, oui, par rapport à moi. Oh. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à 7 heures. Comme des fois, on n'est pas obligé de terminer à 7 heures parce que nous ne sommes pas sur un plateau de télévision. Nous n'avons pas des obligations de réclame, comme il disait à l'époque, à mon époque. Maintenant, c'est publicité ou marketing. Ah oui. Ah non, voilà, c'est nous, oui. Oui, ce n'est pas une question. Ok, ce n'est pas une question. Alors, je disais, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions? Sinon, Léa? Non. Alors, nous ne sommes pas obligés de terminer à 19 h. Et avant de clôturer cette heure heureuse en présence de notre ami Pierre Leub, j'aimerais juste les remercier, tout simplement, par son attitude positive, sa conviction pour l'Europe et son fugue de volontaire pour avancer cette image de Strasbourg et la diffuser de par le monde, pas seulement de par l'Europe. Et puis, je tiens à dire, avant de te donner la parole pour clôturer, Pierre, je dois dire que nous avons un point commun. Nous aimons l'Europe. Eh oui, un Grec et un Français, voilà, des Européens qui aiment l'Europe. Tout à fait. Bien, alors, je vais remercier aussi mes collègues, avant de laisser la parole, à la fin de la parole, Léa et Sina qui sont là, les collègues de la régie. Même si ils ont cafouillé un peu à un moment donné avec la technologie, mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de la technologie. Alors, sur ces paroles, je te donne la parole pour clôturer. Eh bien, un grand merci à toi, Evangelos, et à toutes vos équipes qui ont été extrêmement efficaces. Ce n'est pas la faute de l'humain, c'est la faute de la technologie. Et, actuellement, non, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger de la sorte. Je me tiens évidemment à la disposition de chacune et chacun à tout moment. Tout le monde est le bienvenu dans cette association. On a des personnes qui habitent l'autre bout de la France ou l'autre bout de l'Europe qui nous soutiennent, qui nous rejoignent, même si effectivement ils ne peuvent pas forcément être là pour les inaugurations ou les stamtiches. Mais tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas, vous trouvez toutes les informations sur Internet, sur le site de l'association Strasbourg pour l'Europe. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion en cette fin d'année
Et l'année prochaine, de mener quelques opérations, quelques événements ensemble. Et Strasbourg pour l'Europe souhaite davantage s'ancrer au sein de l'institution. Comme je te le disais, on est en train d'effectuer la démarche d'accréditation pour pouvoir réellement revenir sur les enjeux, sur les sessions et au cœur des affaires européennes qui se passent à Strasbourg. En tout cas, merci infiniment pour cette invitation et c'était un grand plaisir. Merci à toi, Pierre. Avant de clôturer, j'aimerais vous annoncer aussi, dans ce cadre des mardis strasbourgeois, comme j'ai expliqué au début de notre conférence, la prochaine conférence sera le 11 octobre et nous avons aussi le plaisir, comme vous, Pierre, d'avoir comme invité un juge de la Cour des droits de l'homme à Strasbourg, de la Cour européenne des droits de l'homme. Quel Donc, juge? Ioannis Ktistakis. Bon, c'est un ami encore. Hein? Bon, j'invite que les amis. Les amis européens. Les amis européens, et c'est ça la beauté de l'Europe, unis dans la diversité. Exact, exact, tout à fait. Alors, sur ces belles paroles, unis dans la diversité, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée et nous renouvelons notre rendez-vous pour le 11 octobre prochain. 11 Merci octobre. Pierre. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Bonsoir.